On va commencer par une image. Un campus universitaire, un lundi matin, une journée qui s'annonçait calme, une sorte de pause dans un mouvement de contestation. Et puis, quelques heures plus tard, ce même campus devient le théâtre d'affrontements d'une violence inouïe. À la fin de la journée, le bilan est terrible. Un étudiant est mort, des dizaines sont blessés, et la confiance entre la jeunesse et le pouvoir est brisée. C'est ce qui s'est passé à Dakar le 9 février 2026 à l'université Cheikh Anta Diop. Pour plonger au cœur de cette journée, on va s'appuyer sur un document vraiment exceptionnel. Oui. C'est une enquête visuelle du journal Le Monde. Et elle est méticuleuse, vraiment accablante. C'est plus qu'un simple article, c'est une véritable reconstitution. Absolument. Les journalistes ont collecté, authentifié et analysé une cinquantaine de vidéos. Des vidéos filmées par des étudiants, des témoins et même des policiers. L'objectif aujourd'hui, c'est de suivre cette chronologie, de comprendre comment cette journée de pause a pu dégénérer à ce point. Et pour bien comprendre, il faut, je pense, rappeler le contexte. Oui, c'est important. Cette journée, elle n'arrive pas de nulle part. Depuis plusieurs jours, les étudiants étaient mobilisés pour une raison très concrète, des arriérés de bourse. On parle de quelle somme? On parle de petites sommes, entre 20 000 et 60 000 francs CFA par mois, mais qui sont vitales pour eux. Et pour certains, d'après les témoignages, ça faisait près d'1 an qu'ils n'avaient rien touché. La tension était donc déjà là. Elle était palpable, oui. Mais l'élément clé, celui qui rend tout ce qui va suivre encore plus incompréhensible, c'est que les syndicats étudiants avaient appelé à un jour sans action ce lundi-là. Un signe d'apaisement. Exactement. Et c'est là que le paradoxe commence. On a une situation étrange, les étudiants annoncent une pause, mais la police se déploie en force dès le matin. Est-ce que les sources donnent des pistes pour comprendre ce décalage? L'enquête ne peut pas sonder les intentions, mais elle documente les faits. Et les faits, ils montrent que malgré l'absence d'action étudiante, des dizaines de policiers et de gendarmes se positionnent très tôt et avancent vers la zone des résidences. Et la première étincelle? Elle survient en fin de matinée. Et là, ce que les images nous apprennent est assez sidérant. On ne voit pas une charge d'étudiants, on voit des policiers qui commencent par dégrader des motos garées. Vraiment? Oui, un acte de provocation assez clair. Et presque immédiatement après, les tirs de grenades lacrymogènes commencent. Et ils ne sont pas dirigés pour disperser une foule, non. Ils sont dirigés directement vers les pavillons, là où les étudiants vivent. Donc si je comprends bien la chronologie établie par les journalistes, l'initiative de la confrontation physique viendrait Des forces de l'ordre, c'est en tout cas ce que la séquence des images suggère très fortement. Et la riposte des étudiants? Elle est filmée aussi, elle arrive dans un second temps. Ce sont des jets de pierre, une réponse somme toute assez classique. Mais très vite, la situation s'envenime. Le campus se transforme en champ de bataille. Et au milieu de ce chaos, il y a des scènes presque surréalistes, comme celle de ces étudiants sur le toit du bâtiment A. Oui, Les images les montrent en train de manipuler des objets qui ressemblent vraiment à des grenades lacrymogènes. oui. Et en recoupant les vidéos, l'enquête a pu reconstituer la suite. Une de ces grenades, que les étudiants essayaient peut-être de renvoyer, explose dans les mains de l'un d'eux. Oh non! Il y perdra 2 doigts. C'est une image terrible, mais elle illustre parfaitement le niveau de confusion totale qui régnait déjà à ce moment-là. On n'est plus dans une manifestation? Non, on est dans une logique de guérilla urbaine où tous les repères ont sauté. La violence monte donc toute la matinée. Mais l'enquête montre que l'après-midi, la stratégie des forces de l'ordre semble changer. Oui, c'est un tournant majeur. On passe des affrontements à distance à autre chose. C'est ça. En fin d'après-midi, on entre dans une seconde phase, celle des arrestations massives. Les chiffres sont énormes. Oui. Rien que dans le pavillon B, 31 interpellations. Sur toute la journée, on parle d'une centaine. Ce n'est plus une dispersion, c'est une opération de ratissage systématique. Et c'est à ce moment-là qu'on trouve certaines des images les plus dérangeantes de l'enquête. Je pense notamment à ce jeune homme déjà menotté, les mains dans le dos. Oui, je vois très bien. Il marche calmement entre deux policiers, il ne représente plus aucune menace. Et là, un autre policier s'approche et il lui envoie une giclée de gaz lacrymogène en plein visage. À bout portant. Oui, à bout portant. C'est glaçant. C'est une image qui est presque plus perturbante qu'un affrontement. La violence dans le chaos, on peut presque la rationaliser. Mais là, une violence froide, calculée, sur une personne déjà maîtrisée. C'est autre chose. C'est exactement ça. Certains analystes appellent ça une violence performative. Le but n'est plus de maîtriser, mais d'humilier, de punir. Et ça correspond aux témoignages recueillis par Le Monde. Des étudiants racontent que les policiers ont défoncé des portes pour s'en prendre à des jeunes qui étaient prostrés dans leur chambre, sans aucune résistance.
On assiste donc à une escalade qui mène à une véritable intrusion. C'est la séquence que l'enquête décrit comme la plus accablante. L'assaut sur les résidences. Exactement. On ne parle plus d'affrontements à l'extérieur, mais des forces de l'ordre qui pénètrent dans les lieux de vie des étudiants. Et ce qui rend cette phase particulièrement accablante, c'est que les preuves ne sont pas que des témoignages. Ce sont des faits matériels, filmés le lendemain. Et les images parlent d'elles-mêmes. Quand je fais le tour des pavillons, le bilan est lourd. Fenêtres du rez-de-chaussée brisées, des dizaines de portes de chambres enfoncées, les serrures arrachées. Et à l'intérieur? Tout a été retourné. Et le détail le plus sinistre, ce sont ces traces de sang sur les sols des couloirs. Il y a même une vidéo d'une brutalité extrême où l'on voit un agent asséner un coup très violent à la tête d'un jeune homme qui est déjà à terre. Complètement vulnérable, oui. On a l'impression que la digue a complètement cédé. Si on prend un peu de recul, ce qui se joue là est extrêmement grave. On assiste à la violation d'un sanctuaire. La chambre d'étudiants. Exactement. C'est un lieu qui est traditionnellement protégé. Cette intrusion et ce saccage, c'est une rupture symbolique très forte. C'est une humiliation collective. Une rupture qui va malheureusement culminer dans le drame. C'est dans ce contexte que survient la tragédie du bâtiment F et la mort d'Abdoulaye Ba. C'est là que l'enquête bascule. On passe de la chronique de la violence à celle de la mort. Tout se concentre sur le 4e étage de ce bâtiment F. Selon un témoin clé, l'enchaînement fatal commence avec des tirs de grenades lacrymogènes. Dans les couloirs. En milieu clos. En milieu clos. Une tactique incroyablement dangereuse. Et c'est ce qui aurait provoqué le départ d'un incendie dans la chambre 85. On imagine la panique, le feu, la fumée, le gaz. C'est une scène de panique absolue. Les étudiants sont piégés. D'un côté, il y a les flammes qui envahissent le couloir. Et de l'autre? De l'autre, selon plusieurs témoignages concordants, il y a la police qui continue son ratissage, qui frappe aux portes. Ils sont pris en étau. Quelle issue leur reste-t-il? Pour certains, la plus désespérée qui soit, sauter par la fenêtre. Du 4e étage. Du 4e étage. Le Monde a retrouvé 2 de ses étudiants à l'hôpital. Leurs mots sont terribles. Ils ont dit que sauter leur a semblé être la seule issue. Et c'est juste à côté, dans la chambre 84, que se trouve Abdoulaye Ba. L'enquête dresse son portrait. 21 ans, étudiant brillant en 2e année de médecine. Son frère, interrogé par les journalistes, le décrit comme un garçon sérieux qui, justement, fuyait toujours les grèves, les manifestations. Le genre d'étudiant qui était là pour ses études, pas pour se battre. Exactement. Et le plus troublant dans sa mort, c'est qu'il n'y a aucun témoin direct. Personne n'a vu ce qui s'est passé précisément dans sa chambre. Alors, comment savoir? Il faut se tourner vers le seul document objectif, le rapport d'autopsie, que les journalistes ont pu consulter. Et ses conclusions sont sans appel. Que dit ce rapport? D'abord, il conclut que le jeune homme est décédé d'une mort violente. C'est une terminologie précise qui écarte une mort purement accidentelle. D'accord. Mais le détail est encore plus accablant. Le médecin légiste recense pas moins de 16 lésions sévères, réparties sur tout son corps. 16. 16. Cela balaye complètement l'hypothèse d'une simple asphyxie ou d'une chute accidentelle. Ces blessures, elles pointent vers des violences directes subies avant sa mort. Un mort, plus de 100 blessés, des dégâts considérables. Face à un tel bilan, la pression sur les autorités est immense. Forcément. Dès le lendemain, le 10 février, le ministre de l'Intérieur, Bamba Cissé, tient une conférence de presse. Comment est-ce qu'il justifie une telle opération? La justification officielle repose sur un seul argument, la nécessité de protéger les biens publics. Le ministre affirme avoir reçu des renseignements faisant état de menaces, d'incendie et de destruction. Et pour prouver ça, il projette une vidéo. Une vidéo qui montre quoi? On y voit un jeune homme masqué qui s'apprête à lancer un cocktail Molotov. L'image est forte, elle est faite pour marquer les esprits. Mais attendez, c'est là que le travail d'investigation visuelle des journalistes devient absolument crucial. C'est le coup de théâtre de l'enquête. Parce que cette preuve, la preuve principale du gouvernement, cette vidéo a été analysée. Exactement. En analysant les métadonnées et en la comparant à d'autres images, Le Monde a pu établir avec certitude qu'elle est antérieure au 9 février. Elle ne date pas du jour des événements. Non. En d'autres termes, la pièce à conviction centrale présentée par le gouvernement est un montage. Elle ne prouve rien sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ça pulvérise la version officielle. Complètement. La justification semble construite a posteriori, ce qui pose une question immense sur la légitimité de toute l'opération. C'est une accusation extrêmement grave. Et au-delà du bilan humain, l'enquête met le doigt sur une autre fracture, peut-être plus profonde. Une fracture politique. Oui, elle rapporte un sentiment de trahison immense chez une partie des étudiants. Et c'est un point fondamental. Il faut se souvenir que beaucoup de ces étudiants avaient massivement soutenu le duo Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Ils se voyaient comme le fer de lance du changement.
Absolument. Et là, ils subissent une répression d'une violence qu'ils n'imaginaient pas de la part de leur gouvernement. Il y a une phrase d'un étudiant dans l'article qui résume tout. Qui dit? Il dit « On ne pouvait pas imaginer qu'après seulement 2 ans de mandature, Sonko puisse faire ça aux étudiants. » C'est la fin d'une lune de miel? Et c'est brutal. C'est un schéma classique et tragique. Les mouvements étudiants sont souvent à l'avant-garde d'un changement, mais ils deviennent aussi les premiers à tester les limites du nouveau pouvoir. Et la réponse a été la force. D'ailleurs, dès le 10 février, le symbole est puissant. Des ouvriers installent des grillages sur le campus. Le dialogue est remplacé par des barrières. C'est l'image d'un nouveau climat. D'accord, si on essaye de rassembler toutes les pièces. Ce qui est fascinant dans cette analyse, c'est que l'enquête du Monde va bien plus loin qu'un simple reportage. En reconstituant cette chronologie heure par heure, en s'appuyant sur des dizaines de preuves visuelles, elle ne fait pas que raconter les faits. Non, elle établit une chaîne de responsabilité. Et, point crucial, elle contredit de manière factuelle la version officielle présentée par les plus hautes autorités de l'État. C'est tout à fait ça. Et il faut noter que l'enquête judiciaire officielle, elle, est toujours en cours. Mais alors l'on parle, ce document journalistique est la pièce la plus complète, la plus rigoureuse dont le public dispose pour comprendre. C'est une base factuelle solide. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, peut-être plus large. Quand un travail journalistique aussi détaillé, aussi sourcé, vient contredire aussi frontalement la narration d'un État, quelle est la prochaine étape pour la quête de vérité et de justice? Quel poids une telle investigation peut-elle avoir, non seulement sur l'enquête officielle, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, sur ce lien de confiance déjà si Bienvenue à fragile tous pour une entre un nouvelle gouvernement plongée et sa SNK. jeunesse. On plonge